Ah bah ça y est, on est live. Il est 11h27. Bonjour à tous. Alors, je crois qu'on peut deviner combien on est. On a 99 participants. Je vous laisse euh, arriver tranquillement. Il est 11h28. On a encore 2 minutes, le temps que vous posiez. Bonjour Coralie, bonjour Géraldine. Oh là, ça commence Voilà, fort. bonjour à tous. Elles sont superbes, tes peintures derrière toi, d'ailleurs, Jennifer, je voulais te le dire. Merci, c'est familial, tu vois. Ah, d'accord, c'est un. Je vous raconte ma vie pour ouvrir la Ouais, session. bah voilà. On a 2 minutes à tuer. Alors moi, si vous voulez, je vous raconte ma vie. J'ai l'école qui est dans mon bureau temporairement, qui est là-bas au fond. Donc c'est, j'ai essayé de cacher tant bien que peu les tableaux, mais je me dis, ça fait partie du. C'est un truc confinement. Bonjour à tous. Et puis, t'es en direct de Morgue. Marseille aussi, Laurent. C'est ça qu'il Ouais, faut bah dire. ouais. Voilà, regardez les fonds derrière là. Là, là. Ouais. Il y a la fresque Ah, il y a marseillaise, la skyline, il y a la skyline la skyline marseillaise. parisienne et la skyline marseillaise qui est juste à côté. Sachant que Bonjour. moi, je suis en direct de Bordeaux. Donc, Exactement. Allez, juste, on va peut-être faire petite présentation. Laurent, toi, t'es à Marseille, Jennifer, elle est à Bordeaux, et moi, je suis à Paris, donc on est en mode C'est worldwide quoi. worldwide, ouais. Bon, Worldwide on en me voit France. pas, moi, je suis la voix off de ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, je vais pas faire Thierry, Xavier, Elodie, Bertrand, Philippe, Damien, Raphaël, Cyril, Sébastien, Romain, Aurore, Thierry. Il y a plusieurs Thierry. Baptiste, Thomas, Dominique, Sébastien, Régis, Vincent, Catherine, Bertrand. Alors, il doit y avoir aussi plusieurs Bertrand. Jean-Baptiste, Jean-Sébastien, Morgane, Théophile, salut Morgane, Mohamed. Ah, Mohamed. non, mais il y a des Anne-Claire, gens de partout. Il y a des Nantais, de Rennes, Clermont-Ferrand. Ouais, c'est ça, c'est Secret Story en fait. des Bordelais. C'est ça. Oh, des Bordelais en plus, Anne-Lise. Et de Reims. Ah, mais il y en a de tout. Eh, même de Rennes. Bonjour, Florent. Asma de Bordeaux, de Suisse, de Lyon. Oh là là, mais Annecy. Ah, des Bretons. Bonjour les Les Bretons. Bretons. Les Bretons sont dans la place. Bruxelles, Abidjan. Ah, de Vendée. Oh là là, mais ça. Bonjour Mais Ostie. ouais. Picardie. Salut, Jérémy. Dominique. On est Jamila. Oh là ravis. là. Bon, il est 11h30. Alors, combien on est là? 170 personnes sont en train d'arriver, donc ça va faire une sacrée présentation. Je vous propose qu'on démarre alors, hein. Jennifer, Nina, on est parti? On est Moi, je suis parti. là, je regarde les commentaires et de toute façon, je vous transmets les questions. Donc, si vous avez des questions, moi, je suis Nina, je suis sur le chat et je prendrai vos questions, je les garde de côté et puis je les repose à Laurent et à Jennifer derrière. Donc, sachez que je lis tout ce que vous écrivez. Viva Nina, Coralie, j'embrasse Coralie. Bonjour Salut Nina, Jenny. On voilà, a donc une je suis Jenny. là, je regarde les commentaires et si vous avez des questions, gardez-les et puis je pourrais les retransmettre de mon côté. Du Et, coup, je vous laisse la parole, Laurent et Jennifer. on est parti pour ce sujet, moi que j'adore particulièrement. Comment choisir un ATS et les 5 questions à poser. Pour démarrer, je voudrais qu'on se présente quand même. Moi, je m'appelle Laurent Broy, je suis le CEO et le fondateur de l'école de recrutement. Et je fais ce webinaire sur comment choisir son ATS avec Jennifer Tozia, qui travaille chez Conviction RH, qui est senior manager. Peut-être Jennifer, tu veux dire un petit mot sur Conviction RH? Bah, pour ceux qui ne connaîtraient pas Connexion RH, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé en ressources humaines et en SIRH. Ça fait 13 ans, 13 ans qu'on existe. Et puis, on accompagne nos clients, toute taille d'entreprise, dans toutes les problématiques RH que vous pouvez vous poser et dans le choix des SIRH, le choix et l'implémentation et les ATS étant des SIRH, évidemment, c'est un de nos sujets de prédilection. Merci Jennifer. Alors nous, on va rapidement se présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas l'école de recrutement, on a 3 choses. Un parcours certifiant qui aujourd'hui qui peut s'inscrire au FNE, qui permet aux recruteurs de se former sur 30 heures. On a une partie école où on accueille des étudiants. On en a une vingtaine cette année qui nous permet aussi d'avoir des gens de moins de 26 ans ou plus de 26 ans pour qu'on forme au recrutement toute une année. Et enfin, on a des événements partout en France qui sont animés par Jennifer qui doit être du côté de Saint-Nazaire, que j'embrasse, qui nous regarde aujourd'hui avec tous les événements trous et autres qu'on organise régulièrement.
Voilà. Alors, pourquoi ce webinaire? Vaste débat, hein, on en a discuté tout à l'heure avec Jennifer en préparation. Mais une des raisons pour lesquelles moi j'ai souhaité créer, en tout cas faire ce webinaire avec vous, c'est d'abord que le sujet des ATS est hyper frustrant pour deux raisons. La première, c'est que on a beaucoup d'acteurs. Quand je dis on a beaucoup d'acteurs, vous verrez, on en a répertorié environ 80 en France, mais il y en a encore plus. Et surtout, c'est un marché très peu transparent. Quand je dis très peu transparent, c'est que c'est compliqué de savoir quel prix payer et c'est compliqué de savoir les bonnes fonctionnalités et d'avoir des vrais outils de comparaison. Et du coup, de ce manque de transparence, de cette difficulté fait que à chaque fois que je parle à des recruteurs, c'est toujours la même question. J'ai le droit de toujours la même question. Comment choisir un ATS? Qu'est-ce que je fais? Quel ATS je dois aller voir? Et vraiment, c'est une question, moi, depuis 10 ans, 10-15 ans que je suis dans le recrutement, que j'ai régulièrement et qu'on me pose. Je sais pas comment toi, tu vois les choses de ton côté, Jennifer, mais voilà, c'était une de mes frustrations. Et en tout cas, j'espère aujourd'hui, avec une méthode simple, pouvoir répondre à cette question, comment choisir votre ATS? Oui, moi, je travaille depuis 10 ans sur le sujet du recrutement. Et je pense que depuis 10 ans, j'accompagne mes clients à choisir des ATS. Comme on l'a dit, hein, il y a beaucoup d'ATS. Alors, il y a des ATS français, il y a des ATS américains, il y a des ATS qui sont pas vraiment des ATS. Donc, c'est compliqué. Et du coup, effectivement, pour s'y retrouver, il faut déjà comprendre ce dont on a besoin et se poser les bonnes questions. Et c'est une excellente transition, Jennifer, justement, sur le programme. Moi, mon idée avec Jennifer, c'est qu'on s'était dit de faire quelque chose de très concret. Hein. On va pas partir dans les tours. On va vous donner vraiment des éléments factuels. On va d'abord voir ensemble c'est quoi un ATS et pourquoi c'est important d'avoir un ATS. Je vais vous parler d'un gros mot qui s'appelle RGPD. On verra aussi ensuite les 5 questions à se poser avant de parler d'un ATS. Parce que souvent, les gens se jettent sur un ATS. Ils veulent benchmarker avant même de se poser les bonnes questions. On verra une fois qu'on a fait ça, quelles sont les 7 questions à poser à votre ATS. Et on terminera avec le panorama des ATS en France. Et je vous ai préparé une surprise, à savoir un tableau comparatif de tous les ATS qu'on a pu répertorier en France. Il y en a 78 ou 77, avec des plus, des moins, des prix. Vous allez voir, évidemment, pour vous forcer à rester jusqu'au bout de ce webinaire, ce tableau et ce panorama, je vous le donnerai qu'à la fin. Donc, vous allez voir, vous allez devoir rester. Je sais, c'est facile, mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez aussi passer un moment ensemble. Alors, première partie, un ATS, c'est quoi et pourquoi? Je vais te laisser la parole, Jennifer, pour nous expliquer en quoi et pourquoi un ATS, c'est important. Ouais. Alors, un ATS, qu'est-ce que c'est? Déjà la base, hein, Application Tracking System. Donc, un ATS, c'est un outil de suivi des candidatures. À la base, concrètement, au départ, l'idée, c'était vraiment de recueillir les candidatures dans une base de données unique et de pouvoir faire évoluer les candidatures dans différents statuts pour suivre l'avancement du recrutement. Donc ça, c'est un peu l'idée de départ. Depuis, les ATS ont quand même considérablement évolué. Il y a des fonctionnalités qui sont rajoutées sur l'ensemble des ATS et maintenant, on couvre quasiment l'ensemble de la chaîne de valeur. Voilà, que ce soit autorisation de la demande de recrutement, publication, que ce soit du sourcing, que ce soit de l'évaluation des candidats, les propositions d'embauche, les embauches, des fonctionnalités de onboarding pour certains ATS, des fonctionnalités de CRM, de Candidate Relationship Management pour d'autres ATS. Donc vraiment, voilà, une évolution entre au départ de la mise sur le marché des ATS qui était, on arrive à suivre des candidats dans des statuts, à maintenant des ATS qui couvrent vraiment l'ensemble de la chaîne du recrutement. Et voilà, pour finir, et puis pour te faire la transition aussi, Laurent, avec l'étude que tu vas présenter juste après, il faut comprendre que c'est le marché aujourd'hui, sur le marché des SIRH, qui est quasiment le plus dynamique. C'est-à-dire qu'il y a des nouveaux entrants sur le marché chaque année. Donc, c'est pour ça que moi, j'appelle ça la jungle des ATS. Et Laurent va vous présenter en fin de session. Mais voilà, on est aujourd'hui sur un marché, le ticket d'entrée, il est simple, et on a de plus en plus d'ATS sur le marché. Exactement. Alors, du coup, ça m'amène au sujet des ATS en France. C'est la seule étude qui existe en France qui a été réalisée par la PEC en 2017, qui donnait à peu près les taux d'équipement des ATS en France. En France, 30% des entreprises ont un ATS. Évidemment, c'est une moyenne, ce qui veut dire que
grosso modo, quand vous avez plus de 5000 salariés, vous êtes autour de 70% et quand vous avez moins de salariés, c'est 13%. Vous voyez l'écart entre les deux. Néanmoins, tout ça pour vous dire quoi? C'est que depuis mars 2018, on a eu un énorme, on appelle ça un typhon, un ouragan, ce que vous voulez, qui a un peu changé la donne dans le sens où un truc qui s'appelle RGPD, dont Jennifer va parler, mais qui a forcément forcé les ATS à changer parce que aujourd'hui, très clairement, si on a une certaine volumétrie, même un minimum, rester sur une feuille Excel, on est totalement dans l'illégalité. Et du coup, je pense que ce qui s'est passé en mars 2018 avec le RGPD a forcément forcé. Et cette étude qui date de 2017 est probablement plus à jour. On doit probablement, à mon avis, être au-delà des 30% en 2020, en sachant que cette réforme-là a forcé justement les recruteurs à passer sur un ATS. Moi, ce qui me désole le plus dans l'étude et le sondage que j'ai fait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens et des recruteurs qui ont des ATS, mais qui, à côté de ça, ont des Trello, ont des feuilles Excel parce que l'ATS ne remplit pas sa fonction de reporting, ne remplit pas sa fonction. Et du coup, malgré le fait qu'ils ont un ATS qui leur permet d'être légalement dans la norme, ils continuent à faire des choses qui sont illégales parce que l'ATS ou en tout cas, ils considèrent que ça ne remplit pas ses bonnes fonctions. Donc, on a encore plein de sujets à voir là-dessus. Et du coup, ça nous amène à la question de pourquoi aujourd'hui avoir un ATS c'est important. Parce que moi, je pense que toute structure qui doit faire du recrutement, à minimum, doit avoir un ATS. Alors déjà, première réponse pour moi, pourquoi avoir un ATS aujourd'hui, mais tu l'as cité, c'est pour être en conformité avec la loi. Laurent parlait de la RGPD, dont on entend parler un peu tout le temps, règlement général sur la protection des données, pour rappeler à tout le monde ce que c'est la RGPD. Donc, en quoi ça impacte le recrutement? Ça va impacter le recrutement sur le consentement des candidats au recueil de ces données, sur la communication du candidat, de son droit d'accès à ces données, mais aussi au droit d'accès à l'ensemble des interactions qui ont été faites sur ces données, droit d'accès et de suppression de ces données, droit d'accès aux modalités de traitement de sa candidature, la limitation de l'accès aux personnes non autorisées également. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire quand vous mettez les CV sur des dossiers partagés, si tout le monde y a accès, vous n'êtes pas dans la légalité. Ah, c'est énorme ça. Ça, c'est vraiment important. Il y en a qui sont en train de suer là dans le chat. Là. Je vois des gouttes de sueur. Vous êtes 250 là. Voilà, donc j'espère que les 250 ne suent pas quand je dis ça, mais en tout cas, ça permet déjà de base de respecter la législation. Après, c'est pas l'unique intérêt, loin de là. Le deuxième aspect sur lequel les ATS vont beaucoup aider les recruteurs, c'est l'automatisation des tâches. C'est-à-dire qu'avec un ATS, on va pouvoir gagner du temps parce que on va avoir des templates d'annonces qu'on va pouvoir dupliquer, réutiliser, on va avoir de la multidiffusion. On va pouvoir faire des mails de réponse d'accusés de réception, même si je sais que ça hérisse des fois un peu le poil de certains quand on fait des accusés de réception automatique des candidatures. Donc voilà, ça va nous permettre d'automatiser un certain nombre de tâches, d'avoir du reporting et du coup de gagner tout simplement du temps sur les délais de recrutement. Après, Laurent, tu l'as dit, on sait tous que le principal concurrent des ATS, ça reste la feuille Excel. Moi, j'ai des clients, alors j'ai plutôt des clients grands groupes en général, mais je suis effarée, c'est la vie, mais en tout cas, je vais dire qu'au moins la moitié des recruteurs ont l'ATS et la feuille Excel à côté. Donc, on sait que l'ATS, c'est pas la panacée et il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on garde sa petite feuille Excel pour suivre ses recrutements à côté. Souvent, c'est parce que l'ATS, il n'a pas la même souplesse aussi et pas la même possibilité de personnalisation. C'est-à-dire que moi, sur ma feuille Excel, ça m'intéresse d'avoir cette donnée-là. Mon ATS, peut-être que dans mes listes, il n'y a pas cette donnée-là. Donc, c'est important vraiment de comprendre comment fonctionnent les recruteurs avant de mettre en place un ATS pour éviter justement qu'on ait des fichiers Excel à foison à côté. Donc, gain de temps, on est dans la légalité, gain d'argent du coup aussi, parce que qui dit temps dit argent. Est-ce que je peux me permettre de rajouter quelque chose? Un ATS bien fait, c'est aussi quelque chose qui va aider à améliorer l'expérience candidat. Ça, on en parlera aussi dans les prochaines minutes, mais la question de l'expérience candidat avec un ATS, ça peut être dramatique ou très positif. Je pense que Yago a fait une étude là-dessus, m'avait donné la liste de ces
ces ATS qui sont candidats centriques, on en reparlera, mais en tout cas, voilà. Expérience candidat, temps, argent, légalité. Et puis, je rajouterai une dernière chose. Et comme tu le disais, c'est aussi, ça permet de traquer quand c'est bien fait, mesurer nos recrutements. Et ça nous donne aussi un peu de la matière pour progresser et mesurer ce qu'on fait. Et ça, c'est un sujet chez les recruteurs, en sachant qu'il n'y en a pas tant que ça qui mesure. Mais le tracking dans les ATS est très mal fait. C'est vraiment un des points négatifs des ATS, c'est que la partie reporting et tracking est très mal faite. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de sales et de gens d'ATS qui sont en train de regarder ce webinaire. Vous êtes 258, mais je suis désolé, ce webinaire, il sera sans langue de bois. L'idée, c'est qu'on se dise les choses avec le plus de transparence possible. Et je sais alors, tracking, c'est quoi? Je vois que c'est quelqu'un qui pose la question. Tracking, c'est juste d'où viennent mes CV et par rapport à la source de mes CV, combien j'en transforme en embauche, en offre, etc., etc. Tous mes taux de conversion. C'est vraiment de savoir où vont les choses. Le tracking, c'est le taux de conversion et c'est aussi tous les indicateurs qu'on peut avoir sur les délais de recrutement, par exemple. Et donc, c'est dû aussi au fait que vous passiez vos candidats dans différents statuts. Ça vous permet de savoir, depuis que le candidat a postulé, combien de temps avant que vous le sélectionniez, combien de temps avant que vous l'envoyiez en entretien et combien de temps avant l'embauche. Donc ça, ce sont des indicateurs qui vont vous permettre aussi de réguler votre façon d'utiliser l'ATS. Alors, du coup, ça nous permet d'aller, si tu me permets, Jennifer, d'aller à la suite et de commencer sur les 5 questions à se poser avant de parler d'un ATS. Alors, la problématique que j'ai, moi, ici, c'est que la plupart des recruteurs, avant de se lancer, ils vont d'abord benchmarker les ATS. C'est-à-dire que c'est un peu en mode bourrin. Avant de me poser des questions sur moi et de ce dont j'ai besoin, je vais directement benchmarker qu'est-ce que je tape, comment choisir un ATS dans Google, je vais regarder ce qu'ils ont, etc. Et le problème de faire cette méthode-là, c'est quoi? C'est que vous allez souvent choisir soit des choses shiny, un peu brillants, etc., mais qui ne correspondent pas à vos besoins profonds. Un exemple typique, moi j'ai vu l'autre fois un recruteur qui avait décidé de choisir un ATS parce qu'il était joli, ergonomiquement, intuitivité, mais la gestion des viviers était mauvaise. Or, la plupart de ces recruteurs de cet ATS, de cette boîte, faisaient beaucoup de sourcing actif, donc ils avaient besoin des outils de gestion de vivier. Et du coup, le choix de l'ATS ne correspondait pas aux besoins réels et avait été été dirigé par le fait qu'ils avaient juste besoin de choses qui géraient bien le vivier et non pas d'un truc qui est joli, intuitif, etc. Alors, intuitivité et joli, c'est important, mais dans ce cas-là, c'est pas le plus important. Donc, c'est hyper important de se poser des questions avant même de choisir un ATS. Si je peux rebondir, moi, mes clients, en général, quand on les accompagne dans le choix, il nous faut faire des listes. Au départ, ils souhaitent faire des listes de 300 fonctionnalités parce que il faut que l'ATS fasse la vaisselle, le repassage et le café. Ah ouais. Et en fait, on se rend compte que il faut se concentrer sur l'essentiel parce que déjà, les ATS font beaucoup de choses de base et donc demander à un ATS s'il fait de la publication, ça devient un peu moins intéressant quand même. Et il faut vraiment se concentrer sur ce dont on a besoin. On n'a pas forcément besoin de la Ferrari, c'est ce que je dis toujours. On a peut-être besoin d'une Clio parce qu'on a besoin de se garer en ville. Donc c'est important en fait de se poser les bonnes questions avant de choisir. Du coup, dans les 5 questions, la première question que vous devez vous poser, qui est fondamentale, qui sont vos utilisateurs? Quand je dis vos utilisateurs, qui sont les personnes qui vont utiliser votre ATS? Est-ce que ça va être un RH? Est-ce que ça va être un recruteur? Est-ce que ça va être un manager ou un opérationnel? Et selon le choix de qui va être votre utilisateur, ça va forcément déterminer la qualité de l'ergonomie, la simplicité d'utilisation, l'intuitivité de l'outil. Je m'explique. Par exemple, si vous savez que vos opérationnels et vos managers vont utiliser votre ATS, vous pouvez pas aller sur un outil très technique. Vous pouvez pas utiliser un outil qui va faire des gestions de vie un peu complexes, etc. Vous devez avoir un outil plus simple. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure à Jennifer, mais on a eu le cas chez AXA où il y a quelques années, ils avaient donné accès à leur ATS à tous leurs opérationnels. Ils se sont rendus compte que, comme l'outil était un peu compliqué, les opérationnels n'utilisaient pas l'outil. Et 2, les reporting, les suivis n'étaient pas faits parce qu'ils ne savaient pas et n'avaient surtout pas envie d'utiliser l'outil. Du coup, ils sont revenus en arrière et ils ont remis la main sur l'outil, sur leur ATS. Les recruteurs d'AXA ont remis la main sur l'outil. Donc, ce que je veux dire par là, c'est réfléchissez bien à qui sont les utilisateurs de votre ATS. L'expérience, en fait, l'expérience recruteur. Mais quand on dit recruteur, je parle recruteur au sens large, c'est-à-dire que le manager peut
participe au recrutement, c'est aussi un recruteur. L'expérience recruteur, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup d'expérience candidat, mais à un moment, si vos candidats postulent et que personne ne se sert de l'ATS parce que votre expérience recruteur, elle n'est pas bonne, ça ne marche pas non plus. Donc, il faut penser expérience candidat et expérience recruteur. C'est marrant parce que quelqu'un dit dans la question, les outils qui ont le plus de fonctionnalités peuvent être tentants parce qu'on se dit que tous nos besoins seront couverts. Attention au risque réel de se perdre dans un outil surdimensionné. C'est exactement ce que tu disais dans la Ferrari versus l'outil adapté par rapport à son besoin. Deuxième question, quels sont vos volumes de recrutement? Combien de recrutements vous faites à l'année? Ça, c'est hyper important parce que ça va aussi déterminer combien d'utilisateurs potentiels vous allez avoir pour votre outil. Si vous avez 1, 2, 3 recruteurs ou bien 10, 20, 30 recruteurs, forcément, ça va impacter la dimension budget. Mais pas seulement. Si vous avez 10 000 recrutements à faire par an, une des fonctionnalités, ou en tout cas une des choses les plus importantes, ça va être la robustesse de l'outil. Vous dites, par rapport à 10 000 recrutements, il y a des choses sur lesquelles je peux pas me permettre. Et le choix de la robustesse, mais aussi le choix et toi tu vas en parler, Jennifer, d'avoir un outil qui fasse du screening et du parsing clair et bien fait, c'est fondamental. Plus on a de volume, plus on doit avoir un outil qui fasse bien le screening et le parsing. Screening, parsing, c'est quoi? C'est prendre un CV, le ranger dans une base de données et le ranger par compétences, etc. Ça, vous devez forcément avoir un outil qui le fait très bien. Et cette question du volume et du nombre d'utilisateurs a un impact direct là-dessus. Troisième question, qui est directement liée à la question, c'est quoi mon budget annuel? Combien vous pouvez / vous devez dépenser pour votre ATS? Le problème que j'ai ici, c'est qu'à chaque fois que les gens viennent me voir de je fais quoi, quel est mon budget d'ATS, etc. Les gens ont peu d'éléments de comparaison. Ils ne savent pas combien ils peuvent / doivent dépenser pour leur ATS. Et du coup, j'ai retrouvé une étude qui vous donnait des éléments de comparaison, qui est une étude sur un site américain. En moyenne, les entreprises, et c'était une étude qui avait été faite sur 150 ATS, dépensent environ 12 000 € pour leur ATS par an. Alors, c'est une moyenne, ça veut dire qu'on a des écarts types extrêmement importants. En gros, si on reprend cette étude que vous avez ici, quand on est entre 1 et 10 salariés, vous ne devez pas dépenser plus de 2 500 €. Voilà, par an, c'est le maximum. Si vous êtes entre 11 et 25 salariés, 3 000 – 4 000 € par an, c'est très bien. 26-50 salariés, 5 000 € par an, c'est très bien. Et vous voyez, ça va comme ça en augmentant, donc ça vous donne des paliers. C'est-à-dire que si vous dites, j'ai 25 salariés, j'ai mis 15 000 € sur mon ATS, vous êtes peut-être vous payez peut-être un peu cher par rapport à ce que vous devriez payer. Je mets une petite parenthèse ici, ça dépend aussi évidemment du volume de recrutement. Si vous êtes une scale-up et que vous êtes 10 et que vous voulez passer à 110, forcément, ce cas-là ne s'applique pas à ce que je suis en train de vous dire. Mais néanmoins, vous voyez, cette idée de palier, et quand on dépasse les 5 000 salariés, on est quand même à 120 130 000 € de budget annuel. On a vraiment, voire beaucoup plus. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'au-delà de 5 000, on a un tel écart entre 5 000 et plus. On a des sociétés de 100 000, plus de 100 000 personnes. Je crois Carrefour, parce que tu as bossé beaucoup avec Carrefour, on est forcément sur des problématiques encore différentes de ce cas-là. Tu voulais rajouter quelque chose du coup par rapport à ça? Non, je pense que, effectivement, après, il y a aussi une question de ROI à prendre en compte. L'intérêt, c'est que ça vous permette de gagner du temps, c'est-à-dire investir une somme qui est quand même une somme importante dans un ATS. Et là, on est en somme licence. Il y a aussi parfois une somme projet, un coût projet à prendre en compte. C'est intéressant dans la mesure où vous allez en retirer un ROI. Et donc, il faut aussi peut-être être capable d'estimer le temps qu'on va gagner sur le recrutement pour pouvoir… et le volume de recrutement, du coup, est très important. Voilà. Et du coup, la question que je viens de voir, c'est pour une société qui fait 100 000 personnes, il ne doit pas y en avoir beaucoup parmi nos 259 participants, quel serait le budget moyen? C'est compliqué à déterminer. Mais moi, alors je vais me jeter à l'eau puisqu'on est censé donner du concret et des chiffres. On est sur des budgets autour de 300 000 €, je dirais. Écoute, Laurent, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc, voilà, donc je crois que c'est une grosse société du CAC 40 qui a dû poser la question, mais on est sur des choses autour de 300 000 €. Juste une chose pour vos questions, il y a Nina, notre responsable marketing et growth hacking qui est ici. C'est la voix off qu'on n'a pas entendue depuis tout à l'heure, mais qui est là pour répondre à vos questions, etc. Je fais un gros bonjour et merci à Nina. J'ai oublié de remercier tout à l'heure aussi, qui s'est présentée, mais que je remercie. Donc 300 000 € pour une société de plus de 100 000. Ouais. Je suis la voix. 300 000 € pour une société de 100 000, on est vraiment dans ces budgets. Vous voyez l'idée.
On reparlera du pricing tout à l'heure dans les questions à poser à l'ATS. Donc, on répondra à certaines de vos questions sur les coûts de mise en œuvre et sur des estimations et les modèles de pricing dans les questions tout à l'heure. Exactement. Je vois que Tristan, qui appartient à un ATS, a mis une étude sur les coûts de mise en œuvre. Et ça fait partie des questions auxquelles on essaiera de répondre. Quatrième question, qui est pour moi la quatrième, ouais. Je crois que j'avais perdu le décompte. Oui, c'est la quatrième. Quels sont vos challenges recrutement? C'est la question la plus importante. Et pour cette question la plus importante, je vous ai préparé une checklist que vous allez pouvoir télécharger tout de suite maintenant, dans laquelle vous allez trouver vos challenges recrutement les plus importants. Je m'explique. Par exemple, votre challenge recrutement, c'est que vous n'arrivez pas à attirer des candidats. Les fonctionnalités les plus importantes pour vous, site carrière personnalisable, par exemple. Vous devez avoir des choses qui sont partageables. Vous devez aussi avoir, par exemple, des choses où les gens peuvent postuler directement via LinkedIn. Je vous ai fait une liste comme ça de tous les challenges recrutement. Vous allez choisir lesquels sont les plus importants pour vous. Et parmi tous ces challenges recrutement, vous allez lister les 3 plus importants. Et de là, vous allez lister, par rapport à chaque challenge recrutement, les fonctionnalités qui sont liées à ces challenges recrutement. D'accord? Ce que je vous propose tout de suite maintenant, alors je ne sais pas si je le fais pas à la fin de la session, parce que sinon, si je le fais maintenant, de vous l'envoyer, de vous envoyer ma checklist. Ils vont tous regarder la checklist. Ouais, je vais d'abord vous finir avec la dernière question. Je vais finir avec la dernière question qui est en lien direct. C'est qu'une fois que vous aurez déterminé tous vos challenges recrutement, que vous aurez sélectionné vos 3 challenges recrutement les plus importants, est-ce que c'est faire du sourcing direct? Est-ce que c'est l'attraction candidat? Est-ce que c'est la planification des entretiens? La planification des entretiens? Est-ce que c'est le processus d'entretien? Est-ce que c'est la communication avec vos candidats? Voilà, je vous ai mis tous les challenges recrutement possibles et imaginables. Et du coup, une fois que vous aurez vos challenges, vous allez sélectionner vos fonctionnalités clés. Et c'est en lien avec cette dernière question-là qui nous permettra de vous donner Alors, vous allez me dire, c'est quoi les fonctionnalités clés importantes? Et ça, c'est Jennifer qui va y répondre. Mais avant, je vous propose de partager le premier document de cette session, à savoir la checklist des questions à se poser que je vous partage maintenant que vous allez pouvoir télécharger. Voilà, on va prendre quelques minutes pour télécharger. Vous êtes 268. On va voir si les 268 vont télécharger ma petite checklist. Voilà, vous êtes 190 à l'avoir téléchargé. Et oui, j'avais introduit la notion de deal breaker. Un deal breaker, c'était quoi? C'était justement quels sont les challenges qui sont des choses hyper importantes. Vous vous dites, je ne peux pas passer à côté. C'est-à-dire que c'est le deal breaker, les 3 deal breakers qui font que l'ATS, s'il n'a pas ces 3 fonctionnalités-là, en tout cas, s'il ne répond pas à ces 3 challenges-là, je ne choisirai pas cet ATS. Bon, je crois qu'on est pas mal. On a 86% de l'audience qui a téléchargé la checklist. Ce qui m'amène, du coup, à la 3e partie de notre webinaire, à savoir les 7 questions à poser à votre ATS. Une fois que vous êtes posé les questions, une fois que vous aurez comparé les ATS, en tout cas vous avez utilisé nos tableaux de comparaison, vous allez avoir un certain nombre de questions à poser à votre ATS. Mais avant de poser vos questions à l'ATS, il va falloir qu'on décrive exactement quelles sont les 9 fonctionnalités essentielles d'un ATS. Alors, on en a pris 9 qu'on va un peu détailler. Il y en a peut-être plus en fonction de vos besoins. Hein. Nous, c'est les fonctionnalités qui nous paraissaient les plus importantes. Et en fait, le point de départ, c'est la raison pour laquelle les ATS existent au départ, c'est la base de données unique. Enfin, j'en ai parlé tout à l'heure en disant c'est pour ça que les ATS ont été créés au départ. Ce qui est important, c'est qu'en fait, peu importe la source de candidature, vous retrouviez vos candidats dans l'ATS. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on a des CV qui arrivent par email, quand on a des CV qui viennent de forums, quand on a des CV qui viennent de job board, en fait, on risque de ne pas utiliser l'ATS si finalement, on a ces CV qui arrivent de façon complètement dispersée. Et donc, si on n'a qu'un tiers de nos candidats dans l'ATS, pour faire le suivi, on va utiliser une feuille Excel. Donc, l'important, c'est vraiment d'arriver à centraliser l'ensemble des candidatures via
l'ATS. Alors, les ATS proposent plein de fonctionnalités différentes pour faire ça. Ça peut être effectivement de l'intégration avec de la multidiffusion. Ça peut être aussi des QR codes pour que vos candidats postulent via les forums. Ça peut être du drag and drop, donc du glisser-déposer de CV dans l'ATS et ça va effectivement, comme le disait Laurent, parser les données pour les mettre dans les bonnes cases de votre ATS. Donc, voilà, le point de départ, c'est comment est-ce que votre ATS va centraliser l'ensemble de vos candidatures. Première fonctionnalité. Deuxième fonctionnalité qui en découle, c'est du coup, comment est-ce que vous allez publier vos annonces. Il faut que votre outil vous permette de publier les annonces. Ça, c'est, on va dire, la base aussi de ce que doit faire un ATS. Alors, publier sur votre site carrière, publier sur des job boards, publier effectivement sur votre site, quand je dis carrière, hein, c'est corporate, vous n'avez peut-être pas un site carrière dédié. Et donc, comment est-ce que vous allez pouvoir publier vos annonces. Deuxième fonctionnalité essentielle. Troisième fonctionnalité essentielle, justement, ce fameux site carrière. Vous avez peut-être déjà un site carrière qui a été développé sous WordPress, qui est développé parce que vous avez un site web de l'entreprise dans lequel vous avez une page recrutement. Donc, peut-être que vous n'avez pas envie d'utiliser ce que propose l'ATS comme page espace candidat, comme page de recherche des offres. Donc, il faut que l'ATS soit capable soit de vous proposer une page carrière pour postuler, enfin pour que vos candidats recherchent les offres pour postuler, ou de s'intégrer à votre page carrière existante sur votre site web. Donc, troisième fonctionnalité, c'est le lien avec votre site carrière, soit via des flux, pour être un peu technique, soit en vous proposant une page carrière de l'ATS. Quatrième, j'en suis à la quatrième essentielle, c'est comment est-ce que l'outil va vous permettre de faire du sourcing. Alors, du sourcing parmi les candidatures que vous avez reçues. On parlera aussi de sourcing externe peut-être. Hein. Il y a des ATS qui vous permettent d'aller sourcer à l'externe, mais déjà, important, comment vous utilisez votre base de données. Est-ce que c'est simple de faire des recherches? Est-ce que je peux faire des recherches par mots-clés, par compétences? Est-ce que ça va chercher dans les CV? Est-ce que j'ai des critères de matching? Donc, comment est-ce que je vais utiliser ma base de données? La fonctionnalité essentielle, c'est vraiment ça, ma capacité à aller rechercher dans mes candidatures. Cinquième fonctionnalité, si je ne me trompe pas, tout ce qui va être planification et gestion des entretiens. Est-ce que je vais pouvoir indiquer du coup les entretiens par lesquels va passer le candidat? Est-ce que je vais pouvoir lui envoyer des invitations via l'ATS? Est-ce que ça va se synchroniser avec mes agendas, que ce soit Outlook, Gmail, etc. Est-ce que je vais pouvoir partager des entretiens à des managers? Est-ce qu'ils vont pouvoir me faire des feedbacks des entretiens via la plateforme? Donc, vraiment toute la partie gestion des entretiens. Sixième fonctionnalité, tout ce qui est automatisation dont je parlais au départ. Comment est-ce que je vais pouvoir automatiser mes relations aux candidats? Donc là encore, je sais que certains préfèrent individualiser, envoyer manuellement, adapter les réponses. Après, en fonction du volume, on n'en a pas toujours la capacité. Donc, comment est-ce que je vais faire pour faire des réponses automatiques? Comment est-ce que je vais faire pour créer des campagnes de mail marketing pour aller un peu à la façon de Nina avec ses mails en cette période? Comment est-ce que je vais aller intéresser les candidats pour repostuler chez moi? Donc, tout ce qui va être automatisation. Septième fonctionnalité, si je ne me perds pas, tout ce qui est coopération, partage. On l'a dit, le recrutement, c'est pas un recruteur qui fait un recrutement, c'est un recruteur, un manager, un candidat et parfois plus. Donc, il faut que l'outil soit capable d'être collaboratif. Ça ne veut pas forcément dire que les managers ont besoin d'aller dedans. Il y a certains ATS qui vous proposent des outils de collaboration sans que le manager ait un compte dans l'ATS. Mais par contre, c'est important de comprendre comment ces interactions vont fonctionner. Les deux derniers, et c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, c'est souvent ce qui pêche un peu dans les ATS, le reporting. C'est important quand on a un ATS d'être en capacité, alors soit de faire du reporting sur des données très simples, combien d'offres j'ai dans mon ATS, combien de candidatures j'ai reçues, parce que c'est intéressant de voir si au fil des mois, mes actions marque employeur, par exemple, me permettent d'augmenter mon volume de candidature, mais également combien j'ai de candidats
dans le fameux entonnoir, hein, combien de candidats ont postulé, combien j'en ai sélectionné, combien j'en ai mis en entretien, combien j'en ai recruté, par source, voilà, par département, si je suis une grande entreprise et que je veux pouvoir faire ce détail, mes délais. Donc tout ça, la capacité de reporting, c'est hyper important. Et le dernier point qui est important, mais qui pour moi va vraiment dépendre de vos besoins, c'est la capacité de s'intégrer avec d'autres outils. Souvent on parle, moi je fais des entretiens vidéo avec tel ou tel éditeur. Est-ce que si je choisis un ATS, on est sûr qu'il va être bien intégré et que je vais pouvoir lancer mes entretiens depuis l'ATS. Donc ça c'est important. J'ai envie de dire, il y a certains ATS qui intègrent déjà ce type de fonctionnalité. Il y a des ATS qui sont connectés, où j'ai eu quelques avant-ventes connectées, où je sais que les entretiens vidéo, par exemple, sont directement intégrés à l'outil. Donc vraiment, cette intégration avec des outils tiers, elle dépend de vos besoins. C'est essentiel si jamais voilà, vous avez vraiment la volonté de garder votre logiciel d'entretien vidéo, par exemple. Ok, merci pour ces 9 points essentiels. Et du coup, ça nous amène aux questions, une fois qu'on a à peu près ces 9 fonctionnalités en tête, quelles sont les 7 questions à poser à votre ATS qui nous paraissaient, qui te paraissaient en particulier indispensables. La première, que proposez-vous justement en termes d'expérience candidat interne et externe? Oui, alors je rebondis juste sur les questions à poser à votre ATS. En fait, c'est à l'ATS qui vous intéresse. Si Oui, bon, oui, c'est oui. a priori, vous avez déjà posé les questions. J'ai pris un raccourci linguistique. C'était un raccourci. Donc, qu'est-ce qu'il propose en termes d'expérience candidat interne et externe? Alors, on a mis interne parce que c'est intéressant de se dire que l'outil peut aussi faire de la mobilité interne. Donc, il faut aussi regarder, si en tout cas c'est votre volonté de mettre en place un portail de mobilité interne, si l'outil a la capacité d'avoir à la fois un portail pour les candidats externes et à la fois un portail pour la mobilité interne, le recrutement interne. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez un site carrière? Est-ce que vous êtes capable de vous intégrer avec notre site web existant? Le candidat qui va aller sur le site, quelles sont les fonctionnalités de recherche qu'il va avoir? Est-ce qu'il va avoir une carte, par exemple, si je sais pas, moi je travaille dans la distribution et j'ai besoin que mon candidat tout de suite il voit mes offres sur une carte parce que mes sites sont très éclatés, ou est-ce que j'ai juste besoin d'une liste d'offres parce que j'ai très peu de volume d'offres à soumettre au candidat? Comment est-ce que le candidat va postuler? Est-ce qu'il faut qu'il se crée un compte? Parce qu'on sait que les candidats qui se créent un compte, parfois, ils ont plus tendance à abandonner que ceux qui peuvent postuler directement. Est-ce qu'il faut qu'il passe par 6 pages de candidature ou est-ce qu'il peut postuler en un clic? Est-ce qu'il peut postuler via LinkedIn? Donc, tout ça, ça c'est des questions importantes. Et au-delà de ça, quelles sont mes interactions avec les candidats après? Est-ce que les candidats ils vont pouvoir suivre l'avancement de leur candidature? Est-ce que, alors là, on va peut-être un peu loin, hein, mais est-ce que j'ai un chatbot avec le candidat? Voilà, donc c'est un peu, ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Toi, tu vas très loin là, dans l'expérience candidat. Je pose toutes les questions. Ouais, tu poses toutes les questions. Donc, le risque, ça serait, le risque, mais après, comme c'est orienté, c'est que d'avoir, ce que disait quelqu'un tout à l'heure, d'avoir une inflation des fonctionnalités juste pour répondre aux besoins. Oui, je reprécise, les questions à poser, elles dépendent vraiment des challenges qui ont été identifiés en amont. Deuxième question, comment permettez-vous aux recruteurs de centraliser les candidatures? Intéressante celle-là. Là, je vais être simple parce que c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure sur la base de données. J'ai des candidatures qui viennent de partout. J'ai des managers qui me recommandent des candidats, donc tout ce qui est cooptation. Hein. J'ai des candidats que je rencontre en forum. J'ai des candidats que je rencontre en événement de recrutement. J'ai des candidats qui me laissent leur CV sur site. J'ai des candidats qui vont postuler via Pôle emploi. J'ai des candidats qui vont postuler via LinkedIn, via d'autres réseaux, via Indeed. Comment est-ce que je fais en sorte que tous mes candidats se retrouvent au même endroit sans que ça me prenne du temps? Et en fait, moi, si je dois recréer à la main toutes les candidatures que je reçois, je ne vais jamais utiliser mon ATS. Donc, c'est une question qui, pour moi, est centrale dans le choix de votre ATS. Et du coup,
quelle fonctionnalité proposez-vous pour faciliter la sélection des candidatures et la gestion des viviers? Alors, vraie question. Là, c'est pareil, hein, on va le voir tout à l'heure, mais la gestion des viviers, on a des choses très différentes et ça introduit d'ailleurs la notion de Candidate Relationship Management dont tu as parlé tout à l'heure, à savoir l'automatisation, qui soit native ou pas native d'ailleurs, mais dans l'ATS et gérer les viviers. Et ça, c'est un gros problème. En fait, ouais. Je suis pas Alors, négatif. non, mais enfin, les ATS le faisaient pas très très bien à cette gestion des viviers. Je parle des ATS un peu anciens, on va dire. Et en fait, il y a des CRM, par exemple, qui ont commencé à développer des ATS. Donc, au départ, c'était voilà, euh, des outils spécialisés dans justement la relation aux candidats. On peut penser à Nature, hein, par exemple, qui est un des grands exemples, qui était un CRM et qui est devenu un ATS, et qui du coup se sont spécialisés dans la gestion de vivier. Et à l'inverse, du coup, les ATS ont fait un peu le chemin inverse. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ATS qui vont proposer des fonctionnalités de CRM, alors que ce soit dans l'outil ou que ce soit hors de l'outil. Donc, au-delà de la gestion des viviers, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus, alors c'est un gros mot, peut-être l'intelligence artificielle, mais je prends des risques. Ouais. En tout cas, il y a de plus en plus d'éditeurs qui cherchent à faire du rapprochement automatique entre des CV, via de l'analyse sémantique, par exemple, ou de l'analyse contextuelle, entre les CV et vos descriptions de poste. Et donc, du coup, pour vous permettre d'aller chercher très vite dans votre base de données les candidats qui correspondent à vos descriptions de poste. Donc, voilà, il y a des fonctionnalités de matching, il y a des fonctionnalités de gestion de campagne qui vont vous permettre de faciliter votre sélection de candidats et la gestion des viviers. C'est pas forcément, voilà, aujourd'hui à date, les fonctionnalités les meilleures dans les outils. C'est pour ça que c'est intéressant de creuser sur la différence entre les outils. Est-ce qu'ils le font ou est-ce qu'ils le font pas en fait? Quels sont les… Alors, je ne sais plus, on en est où en termes de questions. Je crois que c'est la cinquième. Non, quatrième, pardon, tu as raison. Quelles sont les 3 fonctionnalités les plus utiles pour les recruteurs? Je sais que c'est une question que tu affectionnes particulièrement et qui va très bien en lien avec les challenges précédents, en fait, avec la checklist qu'on a proposée. Posez la question aux avant-ventes des éditeurs. Pour vous, avant-vente, quelles sont les 3 fonctionnalités les plus utiles pour les recruteurs dans votre outil? Voilà. Et ça, c'est hyper intéressant parce que la réponse, elle va vous dire si l'outil est pensé pour les recruteurs ou si l'outil, il a été pensé par quelqu'un qui s'est dit, bon, faire un ATS, c'est pas très compliqué, il faut faire de la publication, de la sélection de candidats et proposer du reporting. Mais il y a des éléments d'utilisation qui vont vraiment faciliter la vie des recruteurs. Je prends un exemple. Voilà, j'ai un candidat qui m'appelle, pouvoir rechercher le candidat via son numéro de téléphone. Bon, bah voilà, ça me permet d'avoir sa fiche tout de suite. Ça, c'est utile. Les QR codes dont je parlais tout à l'heure, ça, c'est utile pour les forums. Voilà, donc je ne vais pas tous les citer. Je sais que encore parmi les gens connectés, par exemple, si je veux dicter mon compte rendu d'entretien et que voilà, j'ai pas envie de le taper, mais je peux dicter à mon ATS et mon ATS, il m'écrit mon compte rendu d'entretien. Donc, il y a plein de petites fonctionnalités comme ça qui ont développé les éditeurs et c'est vraiment ça qui va vous faire prendre conscience de si l'éditeur il a vraiment pensé à vous quand il a développé sa solution. Donc, voilà. Et puis, c'est pas une question qu'ils entendent souvent, donc c'est intéressant de la poser. Du coup, la cinquième question, qui est une question que je vois régulièrement sur le reporting là dans le chat, est-ce que vos fonctionnalités de reporting permettent-elles des dashboards en temps réel, des rapports standards, ou même de créer des reportings customisés? J'ai rajouté ça parce que je sais qu'on se l'était dit. Ouais. Tu le sais, on a eu cette discussion, Jennifer, mais c'est le principal problème des ATS aujourd'hui, c'est ça. Enfin, c'est pas le principal, mais c'est un des principaux. Tu m'as expliqué que c'était historique, justement, le fait qu'ils aient des mauvais reportings et qu'ils ont des reportings, soit ils sont mal faits, on peut pas les customiser, etc., etc. Donc, les nouvelles générations d'ATS, peut-être, on essaye d'y répondre. Alors, dashboard, c'est un tableau de bord, pardon. Un quoi? Un dashboard, c'est un tableau de bord. Un tableau de bord, merci. Effectivement, j'étais en train de me dire comment j'allais l'expliquer. Mais effectivement, dashboard, c'est un tableau de bord qui va regrouper l'ensemble des données
de KPI et de KPI. Alors, KPI, c'est quoi? C'est des critères de suivi. On va essayer d'éviter les anglicismes. En fait, pour expliquer pourquoi c'est historique, hein, les éditeurs sont des éditeurs de logiciels de recrutement. Ok, ce ne sont pas des éditeurs d'outils de reporting. Donc, leur métier, c'est le logiciel de recrutement. Donc, forcément, quand on va aller vers de la business, pour parler anglais, ou effectivement des fonctionnalités plus poussées de reporting, ça devient plus compliqué parce que ce ne sont pas les mêmes compétences aussi en termes de développement. Donc, effectivement, c'est un sujet on va dire, qui date dans le logiciel de recrutement, mais il y a quand même de gros progrès qui ont été faits. Alors après, effectivement, si à cette question, l'éditeur vous répond, nous, en fait, on va vous envoyer des rapports PDF toutes les semaines. Bon, c'est peut-être pas la fonctionnalité qu'ils ont le plus poussée, mais peut-être que c'est ce dont vous avez besoin en fait. Donc la bonne question à se poser, c'est quels sont les indicateurs que je veux suivre et de quoi j'ai besoin pour faire mon suivi. Et après, du coup, d'aller poser la question aux éditeurs de comment est-ce que leur reporting fonctionne. Est-ce que je peux en créer? Est-ce que je peux me le faire envoyer à une fréquence régulière? Est-ce que je suis obligée d'avoir pris tous les champs standards pour que ça fonctionne ou pas? Ce sont des questions qui sont intéressantes. Du coup, ça nous amène à la question suivante. J'étais étonné de cette question parce que quand on doit poser une question en ATS, je ne pensais pas qu'on allait poser cette question qui est quelle est la durée de la mise en œuvre? Parce que forcément, on a eu cette discussion. Si je prends un SaaS, je me connecte, bam, c'est dans la demi-heure, je caricature, mais dans l'heure qui suit, je peux utiliser l'ATS. Tu simplifies. Je simplifie à l'extrême. À côté de ça, effectivement, si je suis une boîte avec 100 000 personnes, que j'ai des 10 milliers de recrutements à faire, effectivement, là, je peux utiliser un SaaS, mais ça sera un SaaS différent. Donc, forcément, les enjeux seront différents et la durée de mise en œuvre. Mais ce que tu sous-entends, c'est que la durée de mise en œuvre est aussi une question importante, même quand on va se faire un SaaS à 50 ou 100 balles par mois. En fait, ça va vraiment dépendre du besoin de personnalisation de l'outil. C'est-à-dire que moi, je peux rencontrer un éditeur qui me présente sa solution et finalement, ça me va très bien. Allez, on allume la lumière, ça fonctionne. J'ai juste à créer mes comptes utilisateurs et ça fonctionne et ça me va. Super, j'ai envie de te dire. Après, à partir du moment où moi, j'ai des besoins de personnalisation un peu importants parce que je sais pas. J'ai besoin de poser la question à tous les candidats je sais pas, je fais du transport et j'ai besoin de poser la question à tous les candidats de est-ce qu'ils ont le permis? Ok, parce que c'est légal. Voilà. Et donc, ça commence à être de la personnalisation. C'est une toute petite personnalisation, mais ça commence à l'être. Donc, dès qu'on va rentrer dans la personnalisation, j'ai besoin d'avoir tel type de champ dans ma demande de poste avant de la publier. J'ai besoin de créer un site carrière sur mesure. J'ai besoin d'avoir ces étapes-là de candidature parce que c'est la façon dont je suis mes candidats. On va rentrer dans de la personnalisation. Et là, du coup, les durées de mise en œuvre, elles peuvent être un peu plus importantes. Et ça va dépendre de la capacité de l'outil aussi à faire cette personnalisation. Donc, en gros, la durée de mise en œuvre, elle peut être de une semaine et elle peut aller jusqu'à 3-4 mois. Ouais, c'est ça. J'ai accompagné des groupes comme la Société Générale dans la mise en œuvre, 1 an de projet pour 20 pays. Et encore, il y a des fois, ça a mis 2 ans. Il y a eu des projets d'ATS. Voilà, ça met plus longtemps. Alors, ça a fait une excellente transition parce que Tristan pose la question, mais j'allais y venir. La reprise de données. Alors, bienvenue au club. Ça fait 5 ans que vous recrutez, vous avez 5 ans alors normalement vous avez envoyé un mail, tout ça, RGPD, et vous avez de la donnée qui s'est stockée avec un passif de candidats, du vivier, etc. Comment on fait de la reprise de données? Et ça, c'est un sujet qui est complexe parce que on est parti sur un présupposé qui est que on vous déconseille de faire de la reprise de données. Ouais, moi sauf si. Je suis un peu une opposante à la reprise de données dans le recrutement, évidemment avec des nuances, mais c'est quoi la profondeur de données qui est utile? Bon, déjà, la question à se poser, c'est les données de vos candidats aujourd'hui dans votre base de données, est-ce que vous les utilisez? Si la réponse est non, ça ne sert à rien de faire de la reprise de données. Clairement. Il faut repartir avec une base de données propre
avec les candidats qui vont postuler. Si vous ne l'utilisez pas aujourd'hui, voilà, ça ne sert pas à grand-chose de les reprendre. Donc, en vrai, il y a tellement peu d'entreprises qui utilisent leur base de données que c'est pour ça que la reprise de données n'a aucun sens. et en fait, c'est un sujet qui est très complexe parce que ça va demander de faire du mapping de données entre votre ancien outil et votre nouvel outil. Les champs ne sont pas de la même longueur, vos référentiels ont évolué. Si vous aviez un outil qui datait de 5 ans avant, votre organisation elle a changé, votre référentiel métier il a changé. Et donc, ça va demander un investissement en termes de mapping et de test d'import qui est très important. Donc, du coup, il faut vraiment mesurer c'est quoi le bénéfice que je vais tirer de la reprise de données par rapport à l'investissement que je vais y mettre. Donc il faut être un peu vigilant quand on fait de la reprise de données. Il y a maintenant beaucoup de groupes qui choisissent de ne pas faire de reprise de données, peut-être à part sur les données des offres publiées pour permettre de ne pas avoir à ressaisir toutes les offres, mais voilà, qui repartent d'une base de données propre. Après, je précise quand même que pour les vraiment, quand vous êtes un recruteur ou une entreprise qui fait de la gestion, vraiment, que vous avez un vivier de qualité, qualifié, du coup, là, c'est utile parce que vous ne voulez pas perdre votre vivier. Évidemment, tous tes candidats qui sont tagués, qui sont organisés, etc. Tu as fait tout un vivier, notamment si tu avais un CRM. Alors, on vit dans un monde idéal, mais tu faisais des relances, des suivis, etc. Ce qui n'existe pas, quasiment personne ne le fait, sauf sur des petites entreprises. Mais néanmoins, s'il y avait ce niveau de données, là, forcément, la question se pose même pas. Si vous voulez reprendre l'historique des candidatures sur les 5 dernières années, très honnêtement, je ne le conseille pas. Du coup, ça nous amène à la dernière question des questions à poser à votre ATS, qui est encore un abus de langage. Modèle de pricing, coût, engagement de durée. Alors, modèle de pricing, de mémoire, je crois qu'il en existe 3 principaux modèles de pricing. Nous, on en a recensé 3. Après, si vous voulez réagir et nous en donner d'autres, c'est évidemment bienvenu. Alors, le premier, c'est à l'utilisateur, c'est-à-dire à la personne. Voilà. Vous avez 10 recruteurs, c'est 10 recruteurs par mois qui payent un accès. Le deuxième modèle de pricing, qui est le prix, donc le deuxième modèle, c'est au nombre d'employés de l'entreprise. Il y a certains ATS qui vont dire, voilà, vous êtes une ETI, vous avez 6000 collaborateurs, on va vous faire payer 6000 licences. Et donc, ces 6000 licences, elles servent aussi parce que vous allez avoir, par exemple, un portail de mobilité interne et donc, ils considèrent que ça fait partie des potentiels utilisateurs. Donc, ça, c'est un des modèles de prix au nombre de collaborateurs de l'entreprise. Le dernier modèle, c'est le modèle au nombre de candidatures reçues. On a des ATS maintenant, ont changé le modèle et disent, nous, en fait, notre intérêt, c'est que vous soyez plus attractifs, donc que vous receviez plus de candidatures et donc, on vous fait payer au nombre de candidatures reçues. C'est le modèle qu'on a référencé. En sachant qu'effectivement, quelqu'un le dit dans le chat, le modèle du nombre de CV ou du nombre de collaborateurs, c'est plutôt des suites RH avec un module ATS, on en parlera tout à l'heure. Alors que les modèles SaaS purs avec des prix à l'utilisateur, c'est plutôt pour du mid-market, en tout cas des offres plus sur des PME, TI, quoi. Oui, nombre d'offres publiées également, on va dire pour des outils qui sont sur des volumes un peu moins importants. Ça peut être le cas sur le nombre d'offres publiées. Le coût, alors. Du coup, on arrive à la question qui fâche. Le coût. Le coût, on va essayer d'aller vite parce qu'il nous reste peu de temps. Ouais. Le coût important, donc, de prendre en compte, il y a 2 types de coûts, les coûts projet et les coûts de licence. C'est-à-dire les coûts que vous allez payer de façon récurrente une fois que vous utiliserez l'outil. Les coûts projet, ils vont vraiment varier en fonction ce que je disais, de soit vous allumez la lumière, même si c'est très réducteur, et donc vos coûts projet, ils sont très faibles. Ça peut être un coût de paramétrage simple et un coût de formation des utilisateurs, ou projet, si vous faites un projet de 3-4 mois, comme je le disais, là, vos coûts projets, ils vont être étendus. Donc, vous faire un comparatif sur les coûts projets, pour le coup, c'est compliqué parce que les différences sont quand même assez énormes. Donc, il y a pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est aussi le taux à laquelle l'éditeur vous vend la journée du consultant qui va travailler sur la mise en œuvre.
Et après, c'est vraiment selon vos besoins de personnalisation. Après, sur les coûts de licence, là aussi, c'est vraiment très différent en fonction des ATS. Et Laurent, voilà, vous en reparlera un peu tout à l'heure. Tout à fait. Alors, je repensais au coût par CV, au coût par CV, coût par nombre d'utilisateurs, au coût par utilisateur, qui sont les trois principaux modèles. Le risque du coût par CV, c'est qu'effectivement, on ne sait jamais à combien ça va nous coûter. On a toujours des difficultés à avoir une idée de prix, alors que c'est sûr que le coût par utilisateur, on peut déjà planifier les choses. Donc, il y a différents modèles et c'est vrai que c'est toujours important. Alors, on avait fini. Oui, on a fini parce qu'il faut qu'on garde du temps pour… Oui, tu as raison. Je vous envoie tout de suite la petite checklist que vous allez pouvoir télécharger dès à présent sur les questions à poser à votre ATS. Voilà, vous pouvez la télécharger dès maintenant. Et ça me permet de continuer, puisque vous êtes multifonction et multitâche tous, hein, vous pouvez faire deux choses en même temps, nous écouter et télécharger un PDF, hein, on est d'accord. Ça nous permettait d'avancer sur l'étape suivante. Rappelez-vous, vous êtes 247, hein, on a le tableau de comparatif qui arrive dans quelques minutes, qui sera le final de notre webinaire. Alors, le panorama des ATS en France. Déjà ici, je voulais, moi, vous remercier. Vous êtes quasiment 250 à avoir participé au sondage sur les ATS et ça m'a donné énormément de données sur les ATS, le prix, les plus et les moins des ATS, etc. Néanmoins, je dois mettre un petit bémol ici, on en a parlé aussi avec Jennifer. Le petit bémol, il est simple, c'est que ce sont des prix qui ont été donnés, les gens n'ont pas toujours les bons prix, donc j'ai fait des approximations. Néanmoins, c'est souvent des prix négociés. Deuxio, les plus et les moins, j'ai essayé de faire des choses qui sont remontées à plusieurs reprises sur un ATS. Si vous êtes vendeur chez un ATS, ne vous inquiétez pas. C'est user generated, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont mis ça. Donc moi, je considère que ce que les gens disent, c'est le plus important. S'ils ont des questions, ils vous les poseront en direct. Mais en tout cas, merci 10 000 fois pour ça. Ça nous a permis d'avoir le tableau comparatif probablement le plus fourni sur les ATS en France. Et ça vous permettra aussi dans la méthodo d'avoir un premier élément de comparaison. Alors, quels sont du coup les trois, parce qu'on a plus ou moins fait trois grandes catégories d'ATS en France que tu peux nous présenter, Jennifer? Oui, je vais refaire juste un peu d'historique en fait. En fait, le marché des ATS en France, il s'est ouvert avec… alors, peut-être que ça date de plus longtemps que ça, mais du coup, j'étais pas encore au fait du marché, mais il s'est ouvert via des outils vraiment spécialistes recrutement. À l'époque, on était vraiment sur… alors, pour ceux qui connaissent Active Recruiter, qui était une solution voilà, de job partners, qui après a été racheté par Taleo. On était sur du Airflex, qui a ensuite été racheté par Talentsoft. Donc, on était vraiment sur des outils spécialistes du recrutement. Et ensuite, ces outils-là, ils ont été rachetés par des éditeurs qui voulaient faire des suites RH. Donc, la deuxième étape du marché, ça a été la mode des suites RH avec des Cornerstone, des Talentsoft, des Lumes. Enfin, voilà, je ne les citerai pas tous, des Taleo. C'est comme à la télé, il faut tous les citer. Mais en tout cas, voilà, le deuxième palier, ça a été vraiment les suites RH avec un module de recrutement. Ensuite, ça fait quelques années maintenant qu'il y a deux nouveaux types de concurrents qui sont arrivés. Plutôt ce qu'on appelle des ERP, donc c'est-à-dire qu'ils vont couvrir vraiment l'ensemble des modules dont vous avez besoin pour faire des processus RH. Et donc, ça va être des Workday, des SuccessFactors, voilà, maintenant Oracle HCM Cloud. Donc ça, c'est, on va dire, les grosses structures. Et en face de ça, deux autres acteurs, des ATS qui sont spécialistes, mais qui ont été pensés web. Donc, là encore, hein, je vais en citer certains, mais des digital recruiters, des smart recruiters, des avatures qui ont été vraiment créés sur des modes de fonctionnement web, ce qui n'était pas le cas des outils que je citais précédemment. Et en face de ça, des plus petits acteurs qui sont rentrés plutôt des startups qui se sont développées.
Donc là, je vais penser à Zoho, Flatcher, Between, WeRecruit. Je ne vais pas tous les citer là encore, vous verrez les 78 dans le tableau. Et qui du coup s'adressent à des structures plus petites qui en fait se retrouvaient pas dans ces gros machins qui proposaient, comme je disais, un ensemble de fonctionnalités énormes pour un prix assez important. Donc vraiment, voilà, sur le marché aujourd'hui, il y a 3 types d'outils principaux. Des Workday Success qui font tout, comme je disais, la vaisselle, le repassage, des outils. En tout cas, ils essaient. Voilà, des outils spécialistes, voilà, comment on appelle ça sur le marché, ou pure player, qui ça font que du recrutement, et des startups qui ont développé des modules de recrutement, des fonctionnalités de recrutement, et qui continuent à se développer. J'espère que j'ai résumé un peu la situation du marché. Du coup, je vous présente votre tableau de comparaison. Alors, que je vais vous envoyer tout de suite, bientôt, incessamment sous peu, qui recense 78 acteurs, des ATS donc spécialisés, comme pour les cabinets de recrutement, que ce soit Admin, Tool for Staffing, etc., ou bien donc des suites RH avec ATS que tu disais à l'instant. On a tous les Talentsoft, Workday, etc., jusqu'aux ATS, donc dont le métier c'est l'ATS que tu présentais à l'instant. Et dans ce tableau-là, vous aurez la catégorie à laquelle il appartient, à qui il appartient aussi, est-ce qu'il est français, quel est son propriétaire, la spécialité. Et enfin, selon vos retours, j'ai pu mettre des prix avec, alors pas enfin, parce qu'il y a aussi les plus et les moins, mais j'ai pu mettre des prix. Encore une fois, c'est à prendre avec des baguettes, mais ça vous donne un élément de comparaison sur les ATS. Et vous aurez les plus et les moins. Petite précision ici, j'ai eu plus de moins que de plus, parce que c'est des ATS et que les gens ont en général plus de choses à se plaindre qu'à donner en positif. Néanmoins, il y a aussi des plus. Et à vous de vous faire votre opinion. Ça permet vraiment d'avoir un vrai tour d'horizon des ATS. Mon objectif, et c'est ça que je voulais vous dire en conclusion, je vous rappelle la méthode. Elle est simple. 1. Vous vous posez vos 5 questions, vous trouvez vos challenges recrutement et vos 3 challenges recrutement les plus importants avec vos deal breakers. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Une fois que vous avez fait ça, vous prenez le tableau en 2. Vous allez prendre le tableau, vous allez regarder par rapport à vos deal breakers et vos 3 challenges recrutement et les fonctionnalités que vous cherchez, les ATS qui pourraient répondre à ces problématiques-là. Une fois que vous avez fait ça, vous allez finir par vos 7 questions à poser aux ATS. Évidemment, vous allez affiner par rapport aux 5 questions parce que forcément, les 7 questions, on les a fait de façon générique, comme tu disais, Jennifer, mais vous allez les affiner. Et à la fin de ça, vous allez prendre votre décision par rapport à toutes ces informations que vous aurez eues. Évidemment, si vous êtes une entreprise de plus de 100 000 personnes, vous allez vous appuyer sur une Jennifer pour bosser parce que forcément, c'est un processus qui va prendre du temps. Ils en peuvent plus, ils sont 241 à être restés. Je n'ai toujours pas partagé le lien. Vous me détestez, je le sais, je suis désolé, mais je sais, j'ai mis trop de mots en anglais, je m'en excuse, mais je vais vous partager tout simplement ça. Je vous partage dès à présent donc le tableau de comparaison qui est ici, et voilà, vous l'avez. Voilà. Oui, vous pouvez avoir mes coordonnées. Oui, alors ça c'est important. On le rajoutera, jennifer.tosia@convictionrh.com. Je dis une bêtise. Ça sur le chat et puis de toute façon, Laurent repartagera mes coordonnées. Voilà. N'hésitez pas. Alors, deuxième conclusion que je voulais donner. Donc, vous avez tous en main propre. Alors, vous êtes à combien à l'avoir téléchargé, mon petit document là? 86% de l'audience. Bon, c'est là, tout le monde ne l'a pas téléchargé, donc c'était pas le truc. En conclusion, il y a beaucoup d'acteurs. C'est un truc de malade. Vraiment, quand on dit qu'il y a beaucoup d'acteurs, c'est probablement un des secteurs où il y a le plus d'acteurs. Et ça, c'est impressionnant. Donc, pour vous, c'est compliqué parce qu'il y a très peu de transparence. Il y a beaucoup d'acteurs. Et moi, la réflexion que j'avais, on va en discuter pour terminer avec Jennifer, c'est que est-ce que l'ATS n'est pas en train de devenir un produit, une commodité, dans le sens où aujourd'hui, pour 50 à 100 balles par mois, on a des choses dont on n'aurait jamais rêvé il y a 5-6 ans. Et c'est impressionnant comment le marché est monté en gamme. Et aujourd'hui, il y a encore des ATS qui restent parce que simplement les clients finaux n'ont pas pu changer ou
ou en tout cas faire leur choix de façon délibérée. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y aura pas de rapprochement, et c'est un sujet sur lequel j'ai échangé avec plusieurs acteurs, et d'ailleurs merci à eux, que ce soit Tristan, Hervé, tous les gens avec lesquels j'ai pu échanger. Et je pense pas qu'il y aura de rapprochement entre ATS, tout simplement parce que les technos sont trop différentes et c'est trop coûteux. Par contre, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a des gens qui sont en train de prendre des parts de marché gigantesques. Et ça, c'est un sujet qui est en train d'arriver, que personne ne voit arriver. Et moi, je le vois. Je peux pas vous le dire ici parce que l'idée, c'est pas de faire la promotion de tel ou tel ATS. Mais je peux vous dire qu'il y a 2-3 ATS qui sont en train de rafler de plus en plus de parts de marché sur ce qui se passe. Et du coup, très clairement, ces ATS ont compris les besoins des recruteurs et c'est en train de changer la donne pour nous. Et vraiment, moi, je me pose la question qu'aujourd'hui, très clairement, pour un prix modique, on peut avoir des choses qui sont extrêmement bien, surtout si vous ne faites pas de reprise de données. Même si j'ai vu quelqu'un qui disait que pour les cabinets de recrutement, la reprise de données était obligatoire. Ça, c'est à challenger. Je ne sais pas si Jennifer, tu as une information là-dessus. Mais en tout cas, une chose est sûre. Parce que du coup, les cabinets de recrutement, leur travail, c'est de faire de la gestion de vidéo au départ. Donc, en théorie en tout cas. Donc oui, après, moi, je rajouterais juste un dernier point avant de conclure, c'est que on n'a pas parlé de la relation avec l'éditeur et du support qui est fourni. Alors, on en a beaucoup parlé avec Laurent qui me disait, mais est-ce qu'il ne faut pas poser la question à l'éditeur sur quel est le service qu'ils vont vous rendre après, comment est-ce qu'on va maintenir la relation? Vous pouvez la poser à l'éditeur va vous répondre que le service est formidable. Donc pour moi, c'est pas une question à poser à l'éditeur, mais appuyez-vous sur vos pairs, sur vos collègues, sur les experts, pour savoir quel niveau de service les éditeurs vont vous rendre après. Et c'est important parce que si vous abandonnez après, là, ça risque d'être compliqué pour vous. Alors, je vais prendre deux choses. La première, quid d'un outil construit en interne à bannir absolument. Moi, les gens avec lesquels j'ai échangé sur les outils construits en interne, c'est l'horreur. Ça marche bien les 2-3 premières années, mais quand il faut faire de la maintenance, quand le développeur principal qui a développé l'outil se barre, il y a une maintenance, un suivi qui est extrêmement compliqué. Donc moi, perso, alors ça n'engage que moi, je sais pas ce que tu en penses, on n'en a même pas discuté. Tout ce qui est outils internes ATS, à bannir, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, pour des prix modiques, on peut avoir des choses extraordinaires. Et je rajoute une deuxième chose, et je te laisserai après la parole. J'ai eu Yago, pour ceux qui connaissent Yago, c'est les spécialistes de l'expérience candidat, a sélectionné une dizaine d'ATS qui étaient vraiment candidats centriques. Je vais vous les donner. Il m'a dit, voilà, tu peux les diffuser. Il m'a dit, c'est sur les ATS que nous, on a pu benchmarker qui étaient vraiment top pour les candidats. Je vous les donne. Welcome Kit, Talent View, Smart Recruiters, Digital Recruiters, Tool for Staffing, Avature, Workday et Lever. Voilà les outils qui étaient candidats centriques selon Yago. Je ne connais pas leurs critères, etc. Mais je voulais vous le donner aussi, ces éléments-là, pour que vous ayez des éléments de réflexion sur le sujet. Jenny, à toi. Non, mais voilà, je vais pas revenir sur cette liste, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'ATS sur le marché. Il faut se poser les bonnes questions pour conclure. On n'est peut-être pas tous d'accord avec la liste que tu viens de partager, mais en tout cas, voilà, il faut aller creuser. Il faut aller creuser auprès des ATS selon vos besoins. C'était vraiment le message qu'on voulait faire passer aujourd'hui. Je voulais vous envoyer le bonus replay avec le bon lien pour que vous ayez, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à télécharger le comparatif des ATS. Donc, on va vous renvoyer tout ça par mail, ne vous inquiétez pas. Ok, parce que oui, j'entends, pardon. Je croyais qu'on m'entendait pas. Oui, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas réussi à télécharger. Il y a des gens qui redemandent les liens, qui ont des checklists, qui n'ont pas réussi à télécharger le tableau. Moi, en tout cas, sachez qu'à la fin de ce webinaire, vous allez recevoir, je vais envoyer un mail avec le replay et tous les bonus qui auront été faits par Laurent, donc c'est-à-dire les 2 checklists et le tableau. Donc, il vous suffit en fait de vous inscrire sur le lien que Laurent vient de partager et vous aurez tout ce qui a été fait depuis le début, quoi, avec le replay. Donc, je te laisse reprendre la parole, mais c'est pour ceux qui me disaient qu'ils n'arrivaient pas à télécharger. Voilà. Ouais, j'ai vu. Vous aurez tout dans un seul endroit, dans un seul email. Si vous voulez reprendre des éléments, vous aurez tout au même endroit. Ça vous balade pas. Et ça nous amène à la conclusion. Je voulais vous proposer une petite conclusion que j'ai un peu improvisée au dernier moment.
J'ai un petit sondage à faire. Avec tout ce qu'on vient de vous dire avec Jennifer, vous allez faire quoi demain? Donc, je vous propose de participer à ce petit sondage, pour que vous ayez l'occasion de me dire qu'est-ce que si ce webinaire vous a été utile, pour qu'on savoir, j'ai même mis je ne vais rien faire. Oui, Pour savoir si pas besoin de changer. ça se trouve, ils n'ont pas besoin de changer. Ce qu'ils ont eu comme réponse, ça leur a suffi. Voilà. Vous êtes plus d'une centaine à avoir. Ah, il y a encore 204 participants qui sont restés avec nous. Merci. On a dépassé de 9 minutes le temps qui nous était imparti. Voilà. Du coup, pendant que vous répondez, je voulais en profiter pour remercier vraiment Jennifer pour sa participation et son expertise à Conviction RH. Merci beaucoup. On mettra probablement le mail de Jennifer aussi pour ceux qui veulent la contacter. Merci à Nina pour son soutien et l'animation et la création de tous les outils qui ont permis à toute la création et la mise en œuvre de ce webinaire. Et puis, merci à vous pour la confiance. J'espère que on a pu répondre de façon un peu définitive. Alors, c'est un peu exagéré, mais que vous avez pu y avoir une méthode, des avis, une comparaison sur les ATS et qu'on puisse y répondre parce que je pense que c'est un vrai sujet qui concerne tous les recruteurs et qu'on puisse enfin adresser ce problème et que vous ayez des éléments de réflexion pour nourrir en tout cas votre prise de décision parce que tout est là. Vous devez prendre des décisions et ce webinaire est un outil dans votre prise de décision. Voilà. Merci beaucoup, Laurent, pour l'invitation. Allez, merci à tous et je vous embrasse tous très fort. Salut!